Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un Disney très particulier. Avant l'arrivée de l'automne et le mois d'octobre, je voulais vous proposer un film en rapport avec Halloween. Vous l'avez compris, je vous parle aujourd'hui de Coco. Vous allez voir que la production de ce film a été guidée par le souci constant du détail et une implication toute particulière de la part des équipes. Je vous invite donc à partir au Mexique pour le Dia de los Muertos à la rencontre de Miguel, du reste de sa famille et de ses ancêtres. En 2010, Toy Story 3 cartonne au box-office mondial. A l'époque, Pixar veut confier la conclusion de cette trilogie à Lee Crick. Lee avait précédemment réalisé le deuxième opus de cette même trilogie, Monstres et compagnie ou encore Le Monde de Nemo. Pour son nouveau projet, Crick souhaite s'intéresser au concept de l'au-delà. C'est une première dans l'univers Disney de vouloir mettre en scène ce monde de l'après. Le ton du film et la direction que prenne la narration attendent cependant la venue de son co-réalisateur, Adrian Molina. Adrian est américano-mexicain. Il a également fait ses armes chez Pixar en tant qu'animateur sur Ratatouille et sur Monster Academy. Il a lui aussi travaillé sur Toy Story 3 et Le Voyage d'Arlo. Ce sont ses origines mexicaines qui vont le pousser à proposer le cadre del Dia de los Muertos pour aborder le sujet de la mort. Le thème de la famille est également au centre du scénario et par conséquent celui de la transmission. Dans cette optique, Adrian se demande ce qu'il se passerait si nous avions la chance de rencontrer nos ancêtres. Cette question sera la ligne directrice de la narration. Pour écrire le film, Lee et Adrian veulent rendre hommage au cadre de l'histoire, à la culture mexicaine. Afin de coller le plus possible à la réalité et ne pas commettre d'impair, ils voyagent pendant près de 3 années aux 4 coins du pays. Le but de cet exercice est de s'imprégner des traditions, des musiques, des paysages et des couleurs. Ils logent également chez l'habitant. En parallèle de cette implication, le duo s'entoure de nombreux experts et autres spécialistes de la culture mexicaine pour définir ensemble le scénario, s'appliquant à respecter la moindre référence dont ils s'inspirent et puisant généreusement dans l'histoire du pays. Ainsi, les écrivains Octavio Solis et Marcela Davinson Aviles prennent part à l'aventure et étoffent la narration en ajoutant plusieurs éléments pour rendre le récit crédible dans son ensemble. Le dessinateur Lalo Alcaraz critique, comme bon nombre d'internautes, la production de Coco par rapport au thème du Dia de los Muertos, qui est une fête religieuse, en dessinant notamment un Mickey géant squelette. Mais il finit lui aussi par être engagé par Disney et rejoint l'aventure. Les équipes du film cherchent de l'authenticité dans le voice actor qu'ils choisiront pour le rôle de Miguel. C'est Anthony Gonzalez qui est appelé pour assumer cette lourde tâche du haut de ses 12 ans. Anthony joue de la musique mariachi depuis tout petit. Il explique beaucoup se retrouver dans le personnage de Miguel, de par son âge, son amour pour la musique ou les valeurs de la famille qu'il partage avec lui. Pour le reste des personnages, les studios privilégient des acteurs mexicains ou d'origine mexicaine. Daniel Arriaga, directeur artistique, se confronte à un défi de taille. La majorité des personnages sont des squelettes. Il n'y a donc pas de peau ou de muscles pour faire passer les expressions des dialogues. Ces personnages originaux poussent les artistes à innover pour animer leurs gestuelles inédites. Arriaga et ses équipes en profitent pour styliser les squelettes et se servent de ce qui s'apparentait de prime abord à un obstacle comme une opportunité pour donner à chacun d'entre eux sa propre identité visuelle et sa propre personnalité. Daniel Arriaga cherche également à développer le personnage d'Ernesto de la Cruz. Pour ce faire, il s'inspire de Vicente Fernandez et d'autres chanteurs et acteurs mexicains du XXe siècle. Plus que ça, Adrian Molina s'attelle à créer toute une carrière au personnage pour donner vie à son mythe. Le cadre de l'histoire offre au responsable des décors Harley Jessup l'opportunité de s'amuser réellement. Tout d'abord, il doit créer le monde des ancêtres et même s'il a carte blanche pour en faire ce qu'il veut, il utilise en réalité toutes les couleurs de sa palette. Ainsi, Jessup définit un aspect joyeux, festif et très vivant du royaume des morts. Pour traduire son expansion en constante évolution, des tours sont érigées jusque très haut dans le ciel, constituées pour chaque étage d'une époque distincte. A l'inverse, pour Santa Cecilia, Harley Jessup et Chris Bernardi s'appliquent à retranscrire le plus fidèlement possible le concept d'un village typique du Mexique, rappelant par moments le monde des ancêtres avec les décorations del Dia de los Muertos. Un autre lien entre les deux mondes se noue grâce au pont des soucis. C'est lors de leur voyage au Mexique que les cinéastes ont voulu matérialiser le passage magique entre les deux mondes par des pétales de soucis, utilisés en réalité dans la culture mexicaine durant le Dia de los Muertos pour guider les esprits jusqu'aux hôtels appelés ofrendas. Jay Northrup fait lui aussi face à un défi colossal avec l'animation des squelettes. Le côté comique du démembrement de ces personnages est essentiel au ton de l'histoire. Pour autant, la mise en mouvement de chacun des éléments des squelettes sur ce genre de scène pousse les équipes à se surpasser.
Un autre challenge technique réside dans l'animation du pont entre les deux mondes. Danielle Fenberg, directrice de la photographie, cherche un rendu réaliste sur l'éclairage des pétales de souci. Le travail qu'elle fait sur la lumière du film d'un point de vue global est extraordinaire. Les artistes mettent également un point d'honneur à respecter la cohérence et la crédibilité du mouvement des personnages lorsqu'ils jouent d'un instrument de musique. La musique, justement, est un élément central de l'histoire. Adrián Molina et Germaine Franco écrivent donc réellement plusieurs chansons pour créer l'univers musical fictif d'Ernesto de la Cruz. Pour le reste de la composition, les studios font appel à Michael Giacchino, qui vient d'obtenir un Oscar pour la musique de Lao. Le compositeur écoute de la musique mexicaine depuis tout petit et a même dédié une partie de ses études à ce genre musical. Il semble donc tout indiqué pour ce challenge. Enfin, Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, paroliers pour La Reine des Neiges, ont également participé à l'aventure en écrivant « Ne m'oublie pas ». L'enregistrement des musiques se fait avec un orchestre de 83 musiciens. La chanson Ne m'oublie pas, elle, devient le thème principal du film. Elle se voit dériver en plusieurs versions pour correspondre à différents moments du film et traduire des atmosphères et des ambiances diverses. Le film a droit à une première le 20 octobre 2017 au Festival international du film de Morelia au Mexique et sort le 22 novembre 2017 aux États-Unis. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon, Miguel, qui adore jouer de la musique. Cependant, sa passion est un sujet tellement tabou dans sa famille qu'elle lui est interdite. Le jeune garçon comprend que l'un de ses ancêtres ayant abandonné sa famille était en réalité Ernesto de la Cruz, un chanteur, musicien et acteur célèbre. Lors du Dia de los Muertos, dont le principe veut que l'on donne et non que l'on vole aux morts, Miguel s'empare de l'une des guitares de son ancêtre, entraînant ainsi la malédiction de son âme. Il rejoint alors le monde des ancêtres en traversant le pont des soucis et découvre que tous les défunts vivent dans l'au-delà grâce aux souvenirs des vivants. Pour revenir dans son monde, Miguel doit recevoir la bénédiction de l'un des ancêtres qu'il rencontre avant le lever du soleil. Il en reçoit une première fois de la part de son arrière-arrière-grand-mère avec une condition cependant, renoncer à la musique. Miguel accepte et à peine revient-il dans le monde des vivants qu'il tente de nouveau de récupérer la guitare et retombe dans l'au-delà. Décidé à recevoir la bénédiction d'un de ses ancêtres sans renoncer à la musique, le garçon voudrait retrouver Ernesto de la Cruz. Il demande de l'aide à un parfait inconnu qui prétend connaître la star mexicaine, Hector. Hector est menacé de disparaître car aucun de ses proches n'a déposé de photo de lui sur une ofrenda. En réalité, personne ne semble cultiver son souvenir. Hector accepte d'aider Miguel si ce dernier pose une photo de lui sur l'un des autels, lui permettant ainsi de traverser le pont des soucis pour visiter le monde des vivants et revoir sa fille. Lorsque De la Cruz et Miguel se rencontrent enfin, le garçon comprend qu'il a créé sa carrière sur le dos d'Hector en lui volant ses chansons après l'avoir empoisonné. En réalité, l'ancêtre de Miguel que sa famille a longtemps accusé d'avoir disparu pour vivre de sa musique est Hector et non Ernesto. Le garçon se charge de faire connaître au monde de l'au-delà la nature réelle de la Cruz, permettant ainsi de laver le nom d'Hector et de le faire se réconcilier avec le reste de ses ancêtres. Hector donne sa bénédiction à Miguel, qui rétablit également la vérité dans le monde des vivants, permettant d'effacer le tabou de la musique. L'année suivante, la photo d'Hector est déposée sur une ofrenda, à côté de celle de sa fille, Coco, l'arrière-grand-mère de Miguel, récemment décédée. Tous les ancêtres viennent donc à la rencontre de leur famille pour le Dia de los Muertos en traversant le pont des soucis. L'analyse que je fais de ce film est complètement personnelle et s'articule autour des thèmes principaux de l'histoire, à savoir la mort, la famille et la quête identitaire. Ici, la mort est représentée par le monde des ancêtres, mais de manière joyeuse, festive et colorée, à l'image du Dia de los Muertos. La culture mexicaine agit donc comme un prisme pour démystifier ce concept, une volonté des équipes artistiques pour aborder ce sujet sensible et même le mettre au centre de l'histoire de ce film familial. El Dia de los Muertos rappelle d'ailleurs, dans le monde des vivants, que les personnes que nous avons perdues continuent à vivre dans nos souvenirs. Plus que ça, elles continuent à vivre à travers nous. C'est tout ce qui est représenté par l'autel des ofrendas. En parallèle de ce clivage monde des vivants et monde des ancêtres, une autre dualité oppose l'existence et l'oubli, traduite ici avec l'idée de la dernière mort. Il s'agit là de la mort dans la mort. Cette fatalité semble encore plus terrible car elle implique une disparition totale et définitive de notre souvenir. Le fait de créer une mort dans la mort ajoute un stade à notre disparition et permet de prendre du recul sur notre condition de vivant. La mort ne nous fait pas disparaître car on continue d'exister dans le cœur de nos proches et dans l'héritage que nous laissons derrière nous. Pour appréhender toutes ces nuances du monde des ancêtres, Miguel est accompagné par Dante, qui s'avère être finalement bien plus qu'un chien. Dante est en réalité un grand guide des esprits, et cette notion rejoint l'idée que nous existons même après la mort. Le monde des ancêtres offre également un clin d'œil artistique à la tradition Disney des Hidden Mickey.
Les artistes ont disséminé un peu partout des hidden skulls, où le motif des têtes de mort est repris dans différents décors ou grâce à certains éléments à l'écran. Le deuxième axe d'analyse que l'on ne peut pas ignorer concerne la famille. Celle de Miguel représente un schéma familial classique bourré de stéréotypes. La grand-mère qui fait trop à manger et s'assure que l'assiette des enfants et des petits-enfants ne soit jamais vide, les générations qui travaillent ensemble dans l'entreprise familiale, forme de passation, l'existence de sujets tabous, ici la musique, ou encore celle des secrets de famille, avec notamment Ernesto de la Cruz ou Hector. Cela permet une lecture simple et une identification assurée de la part du spectateur, peu importe son âge. Le film parvient néanmoins à expliquer la force des liens qui peuvent exister entre les membres et l'importance de tous ces éléments, positifs ou négatifs, qui font le ciment d'une famille. Mama Coco, arrière-grand-mère de Miguel, est âgée et semble ne plus être très lucide. Miguel, quant à lui, est très jeune dans le film et comme tout enfant, il ne s'arrête pas de parler. Mama Coco devient donc sans trop en avoir conscience la confidente de Miguel qui lui parle volontiers de tout ce qui lui passe par la tête. Ici, on peut lire les liens entre les enfants et leurs aînés, non biaisés par des rapports autoritaires de parents-enfants et portés par davantage de recul et de sagesse. En se confiant à Mama Coco, Miguel conscientise en réalité le début de sa quête identitaire. Et cette quête part de l'héritage de son talent pour la musique. Il s'agit ici également d'une passation de la part de ses ancêtres sans qu'il en ait pleinement conscience. Le récit initiatique de Miguel fait l'objet du dernier axe d'analyse. La quête qu'entreprend Miguel prend racine dans la musique. Miguel pense avoir des points communs avec Ernesto de la Cruz et il n'est pas loin de la vérité car il hérite en réalité du talent d'Hector. C'est un peu comme si Miguel sentait en lui cet héritage. Plus que ça, la musique représente pour le garçon un vrai modèle de réussite, à l'image de la carrière d'Ernesto de la Cruz. Le personnage est présent dès le début alors qu'il ne fait pas partie de la narration de façon active dans le monde des vivants. C'est dire l'impact et l'influence de son personnage. Miguel va donc chercher à suivre ses pas. Le film explique que la passation des valeurs et des souvenirs de la famille se fait parfois par l'héritage d'un talent, comme la musique, avec tout ce que cette passion peut véhiculer. Mais parfois, l'héritage que l'on reçoit de sa famille peut être plus lourd qu'un autre à assumer. On retrouve en effet dans le film l'idée du plafond de verre, liée notamment aux origines d'une personne. Miguel se destine à devenir cordonnier, comme c'est le cas pour tous les membres de sa famille, de génération en génération. Au final, Miguel réussit à se détacher du poids de cet héritage et le transforme en quelque chose de positif. Dès le début du film, on le présente déjà comme victime d'une malédiction avant même sa naissance. Il porte donc tout le poids de ses origines et de son passé qu'il vient à rattacher à Ernesto de la Cruz. Il comprend rapidement que c'était la philosophie conquérante du personnage qui l'inspirait réellement. Il n'hérite rien de la Cruz car ce dernier s'avère avoir été quelqu'un de mauvais et ne possède aucun lien avec lui. En se libérant de cette vision tronquée, il rêve de la même réussite, mais autrement. Il tient ainsi plus d'Hector, sans surprise, puisqu'il s'agit de son ancêtre. Ce message d'émancipation est également porté par la présence de Frida Kahlo, artiste indépendante au style assumé. Miguel comprend qu'il doit arrêter de se cacher et saisir l'opportunité pour vivre sa passion, la musique. Le film rapporte plus de 200 millions de dollars aux États-Unis et presque 800 millions de dollars dans le monde. Le film est acclamé par la critique et les spectateurs. Il sera malgré tout pointé du doigt pour ses similarités avec le film d'animation La légende de Manolo, que ce soit sur la présence du monde coloré des ancêtres, la phrase « Ne m'oublie pas », l'interdiction de la musique ou encore le fait que l'un des personnages soit écrasé par une cloche et plus globalement le thème de la culture mexicaine. Le film est nommé aux Golden Globes pour la meilleure chanson avec Ne m'oublie pas et le meilleur film d'animation, au British Academy Film Awards pour le meilleur film d'animation, à la Producer Guild of America Awards pour le meilleur producteur d'un film d'animation avec Darla K. Anderson et aux Oscars pour le meilleur film d'animation et la meilleure chanson originale avec Ne m'oublie pas également. Le film ne remporte pas le Golden Globe de la meilleure chanson, mais se voit récompensé dans toutes les autres catégories où il était nommé, raflant 5 récompenses sur 6. Plusieurs produits dérivés sont nés du film. Ces personnages sont présents dans les parcs Disney du monde entier, plus spécifiquement Ernesto de la Cruz et Miguel. Enfin, les musiques du film sont souvent utilisées dans les parades, spectacles et festivals Disney. Coco a réussi l'exploit de rassembler la famille autour du sujet particulier de la mort. Le film dépeint ce thème délicat dans un univers festif et joyeux, permettant aux adultes de prendre du recul et aux enfants d'appréhender ce concept complexe. Les musiques, les couleurs et l'histoire en font un véritable chef-d'œuvre aux impacts pédagogiques et divertissants. Sa force réside dans l'écho personnel que tout le monde retrouve à travers le récit et chacun de ces personnages auxquels nous pouvons tous nous identifier. J'ai personnellement adoré Coco. C'est un film que je trouve très beau et qui m'a beaucoup touché. Je le trouve peut-être un peu long car il dure quand même 1h45, mais je pense que c'est un format nécessaire pour aborder de manière instructive les thèmes qui sont traités.
J'apprécie également que les studios Disney et Pixar aient eu l'audace d'aborder le concept de la mort, même si j'aurais peut-être apprécié une prise de risque plus importante dans le développement de ces personnages, notamment pour Hector ou encore la noirceur du personnage d'Ernesto de la Cruz. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Coco en me partageant votre analyse ou en m'indiquant ce qu'il représente pour vous, car je sais que tout le monde a une histoire particulière avec ce film. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications et à lâcher un like. A très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre de vos Disney préférés.